Rosewood, 1 heure du matin. La tête de Mike sur son lit. Il était un tel soulagement de le voir envahi par ses rêves. Il ne me regardait point. Et plus il descendait dans ses rêves, plus je m'approchais de lui. Tout aussitôt, soudainement, je compris qu'il ne me regardait pas. Ils fermèrent les yeux et s'endormit. Je pus le voir tel un enfant. Il ferait mieux de dormir. Lorsqu'il dormait, il était sorti de son rêve. Il était arrivé dans un noir soudain. Je pus le suivre dans sa chambre. Dans un noir soudain, il était arrivé dans son rêve. Ils fermèrent les yeux, et je compris que j'étais devant lui, complètement paralysé. Mike se retourna, face au mur. Ce fut un tel soulagement de savoir que sa tête sur son lit, il était envahi par ses rêves. Je le regardais descendre, et plus loin qu'il ne le pensait. Lui aussi commençait à rêver. Je me suis soudainement mis devant son lit. De pied ferme, j'étais devant son lit. Que je suis complètement paralysé, telle une fille innocente, devant son lit. Je l'ai regardé dormir. Je ne suis jamais sorti de sa chambre. Je suis resté assis devant son lit, jusqu'à ce qu'il s'endorme. J'ai parlé avec lui bien avant. Je l'ai suivi. Et d'aller jusque dans sa chambre, j'ai parlé. Pourrait-il me dire ce qu'il ressentait? Dans le passé, on parlait dans sa chambre. Dans le passé, je pouvais tout lui dire. Au moins, il m'aidait. C'est alors que ce soir-là, qu'il était déjà trop tard, il dormait. La porte ouverte, je suis rentré dans sa chambre. Et c'est sur le point d'entrer dans sa chambre qu'il n'arrivait jamais. Il n'arrivait jamais à dormir. C'est sur le point d'entrer de sa chambre qu'il n'arrivait jamais à dormir. Je l'ai vu, au milieu de la pièce, fermer les yeux. C'est alors qu'il était en train de dormir. La voie était libre. Je suis entré dans sa chambre. Je n'arrivais pas à croire que j'avais réussi à rentrer dans sa chambre. Je m'étais frayé un chemin jusqu'à la porte. C'est en entrant de sa chambre que j'ai compris que j'avais réussi. Je n'arrivais pas à le croire. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Je suis alors entré dans sa chambre, et encore une fois debout, devant son lit, je l'ai regardé, tel le regard innocent qu'il avait quand il dormait. Je l'ai regardé, renfermé, encore une fois debout devant son lit. Je l'ai regardé. Une nouvelle fois, il faisait nuit, il était 1 heure du matin. L'homme qu'était Mike, ce samedi-là, était en train de dormir dans son lit. Le soir, je l'ai regardé, je me suis mis devant ses yeux, je me suis accroupi. Et quand j'ai passé ma main sur ses côtes, le long de ses cheveux, il a juste bougé, il s'est rapproché du lit. Les yeux fermés, il s'est rapproché du lit. Il a juste bougé. L'homme qu'était Mike, à cet instant même, la fille que j'étais, dans sa chambre, à l'extérieur, la nuit, l'horreur qu'il y avait à l'extérieur. La fille que j'étais, entendant mon frère dormir, sa respiration, entendant mon frère dormir aux abords de son lit, l'entendant dormir, sa respiration soudaine et les battements de son cœur. Je passai ma main sur sa poitrine. Déposant ma main sur son cœur, je sentais les battements de son cœur. Soudainement, je le voyais, les yeux fermés. Quand je passais à côté de lui, je pouvais voir son visage innocent. Plus je me rapprochais de lui, plus l'absurdité de ce que j'allais faire était plus puissante. Je me sentais hésitante. J'hésitais à faire ce que j'allais faire, mais quand même à ne pas changer les traits de ce que j'avais choisi de faire. Je le fis quand même, et Aria, cette femme ridicule qui ne pensait qu'à elle-même, évidemment, passèrent la main dans ses cheveux, le regardèrent. À mes risques et périls, je passai ma main dans ses cheveux. Et c'est encore une fois qu'avec mes recherches sur A,
Je tombèrent devant le lit de mon frère, passant ma main dans ses cheveux. Je le regardèrent et je lui chantèrent une berceuse. Ce fut de l'extérieur que je pus entendre des bruits hypnotisants. Ce fut de l'extérieur, l'après-midi le lendemain, que même s'il était endormi au loin, qu'il ne m'avait pas entendu cette nuit-là, j'en avais confirmé la certitude qu'il s'était reposé, qu'il avait du soupçon après moi. Le lendemain matin, ce n'était qu'une thérapie chez le psy. Je parvenais encore à me faire remarquer au lycée. Ce n'était qu'une thérapie chez le psy. Demandé dans le bureau du directeur, je vins à déposer mon sac par terre. Je parvins à ramener mon sac auprès de moi, retournant mon sac près de la chaise, perdu, lorsque j'étais face au directeur, dans un trou noir. Je regardais le type de visage qu'il me lançait, créant un souvenir par-delà les moments qu'il y avait au lycée, avec Anna, avec Emily et avec Spencer. Rien qu'à les retrouver, je savais qu'il y aurait quelque chose qui jamais ne me quitterait. Rien qu'à les retrouver dehors, je savais qu'il y avait quelque chose qui jamais ne me quitterait. Un vide dans l'histoire qu'on avait entre nous quatre. Cette histoire qu'on avait entre nous quatre, un jeudi 7 mars 2013, la pièce était plongée dans l'obscurité, et je pensais pourtant savoir que dans ma chambre, nous étions en sécurité, à l'abri de A. Le sang était en train de couler, les fauves hurlaient à l'extérieur. Sans nul doute, je savais que nous étions en sécurité, mais que A allait revenir. Dans ma chambre, sous le trépied qu'il y avait juste devant. Nous étions dans ma chambre. Nous regardions un film dans le noir. Sous le trépied qu'il y avait en face de mon lit, cette table sur laquelle il y avait une télé, je pouvais apercevoir le film en noir et blanc se dérouler, les livres sur les côtés, derrière lesquels se dissimulaient des secrets, des images différentes à chaque fois, car encore et encore la télé passèrent, les heures passèrent au fur et à mesure des images, et je regardais là où j'avais envie de regarder. Là où j'avais envie d'aller, je me demandais s'il y avait quelque chose à faire, si A en était le responsable. Émilie me regardait souvent, regardait par la fenêtre. Page après page, je tournais, encore une fois, les pages et les chapitres de mon livre. Émilie me regardait, d'un air suspicieux. Elle se demandait ce que je faisais. Je lisais un livre qui s'appelait La femme d'Acosta. C'est alors que je pus le lire, et je répondis à Émilie en souriant. « Qu'est-ce qu'on fera demain ?» Elle se mit à rire. Et elle me dit, « Tu veux rire? Tu sais très bien ce qu'on fera demain. On parlera de A, et comme tous les jours on essayera de le poursuivre et découvrir qui il est. » C'est alors qu'avec le doigté d'Émilie qui passèrent la page du livre que je lisais, le ferma et le mit sur le côté. Lentement, la paume de sa main contre la mienne, elle me regarda, et elle me dit, « Tu sais très bien ce qu'on fera le lendemain. On continuera à essayer de trouver qui est A. » C'est alors qu'elle ne se doutait clairement pas que je savais réellement qui était A. D'un doigté suspicieux, je posèrent le livre sur le côté. Sa peau contre la mienne, elle se mit alors à ses côtés, à mes côtés, où à part ça, on ouvrit un livre à deux, et au bout, ce livre que nous avons ouvert contenait des archives très précieuses à nos yeux, exposant les souvenirs et les œuvres de A. J'ai pu comprendre qu'à travers ce livre, j'apprenais un tas de choses sur A, sur son passé, sur Radley, sur les ossements qui ont été retrouvés à Radley, dans une pièce vide et noire, assombrie.
J'ai pu retrouver un patient thaïlandais qui venait de très loin. J'ai retrouvé ses ossements, ses papiers dans une boîte d'archives. Et forcément, j'ai retrouvé à Radley ce que l'on pensait être quelque chose de disparu. Le 7 mars, j'ai compris ce que l'on pensait être disparu était l'identité de ce Thaïlandais que j'avais découvert dans une chambre. Dans une chambre, j'avais découvert les ossements d'un homme, les hanches. J'avais découvert ses fémurs. J'avais découvert ses mains, ses phalanges. Sous son lit, d'un drap blanc et d'une couverture grise, j'ai pu apercevoir son coussin aligné sur le lit qui était fait. Juste en dessous se trouvaient les ossements de ses hanches. Juste en dessous, pourquoi pas, se trouvaient les ossements de ses bras. Pourquoi pas cacher des ossements en dessous d'un lit dans un asile psychiatrique? Car plus tard, cet asile allait devenir ce que l'on pensait être l'esprit d'autre chose. C'était comme ce soir-là où j'étais avec Émilie chez elle. Sa mère était toujours au poste de police et personne ne pensait que nous étions deux. Que nous étions deux à critiquer A. Ce soir-là, j'aimais beaucoup comprendre ce qui était pour moi un mouvement froid à travers l'inconnu. À travers l'inconnu, ce qui était pour moi un mouvement froid, j'ai essayé de finalement comprendre, jouant double jeu, tout ce qui était piquant, tout ce qui était un énigme, anormalement surélevé pour nous, un énigme anormalement surélevé pour nous, tout ce qui était clinique. Je conseillais à Émilie de ne pas s'en mêler. Je jouais double jeu, il était terrible de jouer double jeu face à ses amis. Je sais que je n'avais pas conscience de ce que je faisais, mais j'avais envie de découvrir qui était A. Toute la journée, je ne faisais que penser à lui. Toute la journée, je ne faisais que penser à A. C'était l'extinction des feux. Mais je suis contente d'avoir découvert que Émilie ne fréquentait plus cette fille. Elle ne fréquentait plus cette fille qui, pour le moins, faisait partie des morts aujourd'hui. Aujourd'hui, cette jeune fille qui faisait partie des morts. J'ai vu Émilie se faire kidnapper. Ce matin, j'ai vu Émilie se faire kidnapper. Je n'ai pas réagi. Comme dans le passé, je ne réagissais jamais. Seul, et seul pour toujours, avec le meurtrier qui l'a kidnappée. J'ai pu voir Émilie au poste de police le lendemain. On s'est demandé comment elle s'était installée sur cette chaise, comment elle s'était retrouvée dans le poste de police, comment est-ce que sa mère l'avait retrouvée, pourquoi n'ai-je pas été interrogé, pourquoi n'ai-je pas fait partie de l'interrogatoire alors que je n'avais pas réagi, que dernièrement j'étais la dernière fille à avoir vu son kidnappeur. Ma foi, Anna m'avait proposé un café, tout comme Spencer qui en avait pris un bien avant moi. J'ai commencé par ma propre surprise, j'ai commencé à voir le lever du jour arriver. J'étais resté dans la grange de Spencer avec Anna. Elles-mêmes qui arrivèrent devant moi, trouvèrent le nécessaire pour commencer à savoir et à comprendre qui était A. Elles trouvèrent une boîte noire, elles trouvèrent le nécessaire pour comprendre qui était A. Spencer se dirigeait vers le frigo, et dans l'instant, sur un coin de la table et de son bureau, elle s'y était installée. Elle s'était excusée de n'avoir pas donné de sucre dans mon café. Elle s'était excusée de ne pas avoir mis de sucre dans mon café. Elle se mit alors sur le coin de son bureau. L'esprit tranquille, elle se mit sur le coin de son bureau. De son propre bureau, elle se mit sur le coin de la table, et comprit alors qu'elle devait à tout prix avoir l'impression d'être en train de chercher qui était A. Elle était suspect, tout comme nous. A était suspect, quelqu'un que nous cherchions. A était suspect, mais moi je savais bel et bien qui il était. Quelqu'un qui était dans mon entourage. J'essayais de manigancer des pièges. Le lendemain, je me suis retrouvé avec les filles, enfermé dans un hangar, essayant de sortir à tout prix, piégé par la noirceur de ce hangar,
Inutile et surtout improbable. Inutile et surtout improbable d'essayer de se débattre, car je savais qui était A. Les dossiers qui prouvaient que je savais qui il était étaient ouverts devant moi. Ils étaient ouverts devant moi. Autour de moi, il y avait ces dossiers, qui prouvèrent que A était la personne que je pensais. Tâchant d'essayer de sortir pertinemment de l'endroit dans lequel j'avais été enfermé par l'homme, j'avais vu sa capuche noire, je l'avais vu dans l'ombre, la tête inclinée. Lorsqu'il me regardait, il était penché dans les couloirs. Il embrasait la lumière qui passait au travers des hangars dans lesquels j'étais. Les hangars dans lesquels j'étais embrasaient la lumière, et je pus voir étinceler à l'intérieur sa tête inclinée. Lorsqu'il me regardait, il penchait la tête, et il embrasait la lumière. C'est alors qu'à Émilie, je lui ai dit, c'est lui, c'est la personne qu'on recherche. Elle nous a dit Spencer, je crois que c'est lui. Je crois que vous y êtes. Vous avez trouvé qui est A, c'est sûr. Tout d'abord, je me suis exclamé, et j'ai dit, c'est pas sûr que ce soit A. Je crois que c'est lui, mais nous ne sommes pas certains. Nous n'avons vu que sa capuche s'embraser dans la lumière. C'est pourtant avoir observé A. C'est pourtant en ayant observé A que nous arrivions peu plus tard. Nous sommes arrivés à Ravenswood. Nous sommes arrivés à Ravenswood, et c'est autour d'un établissement que nous avions découvert un cimetière. Nous avons embrassé les pierres tombales. Nous nous sommes retrouvés sous terre, dans un endroit suspect. Nous avons embrassé les pierres tombales. En sortant par une pierre sur laquelle était écrit « Repose en paix, Allison », nous sommes sortis. Cela était suspect, le nom n'était pas indiqué, mais celui d'Allison, oui. Enfin, nous avions la certitude que Allison était peut-être A. J'ai donc continué à jouer double jeu. Était-il possible que Allison soit complice du mal que je faisais? Je répétais sans cesse que j'avais aperçu A, que je savais qui il était, que sa notoriété s'agrandissait. J'ai pu être la personne qui était en train de s'accaparer les pouvoirs des filles. Était-ce la personne qui était en train de s'accaparer les pouvoirs des filles, le pouvoir qu'elle avait envers lui? Ou alors la police, un des membres de la police, qui s'abaissèrent amicalement pour pouvoir nous faire part de tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait pu lire dans un roman. Tout ce qu'il avait pu lire dans un roman, cette personne qui nous fit part de ce qu'elle avait lu sur A, s'abaissèrent amicalement devant nous, nous regardèrent les unes après les autres, et peut-être, bien après, chez Spencer, nous nous retrouvions toutes. Un vrai cauchemar s'agissait-il? S'agissait-il d'un vrai cauchemar? Tout ce qui était indiqué dans ce roman, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu entendre, tout ce qui est passé et tout ce qui était possible et impossible, sortant le vendredi matin à travers mes lèvres, étincelant par dehors le jardin à travers lequel je criais mon désarroi. Était-il possible que la personne qui avait été enterrée dans le jardin des Hastings soit réellement celle que j'avais aperçue au brou avec une capuche noire, la tête inclinée dans le regard, la lumière embrasée à travers sa capuche? Serait-il possible que la personne que nous avions vue soit celle qui soit décrite dans ce roman, celle qui embrassait Rosewood, celle qui embrassait Ravenswood, celle qui embrassait les pierres tombales par-delà lesquelles nos lèvres efféminées sommes sorties, par-delà lesquelles nos lèvres efféminées sont sorties, se sont posées sur Caleb, se sont posées sur Toby. Les lèvres de Spencer se sont posées par la suite sur Toby. Les lèvres de Caleb se sont par la suite posées sur Anna. C'était peut-être cliché de raconter ça comme ça, mais l'observation que j'avais vue, sans nul doute, me racontait à l'instant que vous les aviez vus de cette manière s'embrasser. Nous sortant d'une pierre tombale, les uns après les autres, nous ont ramenés à Rosewood. Nous étions penchés et embrassés l'un sur l'autre, la tête inclinée, proche de soi, sur un lit où nous sommes endormis.
Par anticipation, la solitude des filles me faisait craindre le pire. L'excitation de savoir qui était A, l'adrénaline de penser que je pouvais l'être. Je suis alors très contente de savoir que je n'ai rien à voir là-dedans. C'est alors qu'une bonne journée comme celle-ci s'annoncèrent. Dans les couloirs du lycée, ce matin, j'ai passé 1 heure à discuter avec Émilie. Émilie a passé 1 heure à discuter avec moi. Seule à seule, je me suis retrouvé avec elle. C'est alors que le capitaine de l'équipe de natation appelèrent Émilie, qui elle-même partirent du lointain jusqu'au plus profond des couloirs du lycée, et sans la revoir, dès que je suis arrivé chez moi, elle n'est pas venue. Elle était censée venir avec Mona. Mais je suis arrivé plus tard, au bureau du principal. J'ai remarqué Mona, assise sur une chaise sur le côté. J'ai remarqué Émilie, assise sur une chaise sur le côté. Dans la salle, l'interrogatoire avait commencé. De la première à la dernière parole, je pus surprendre le proviseur entrer, se lever de sa chaise et pour ma part me regarder, aller de l'intérieur et me répéter que à l'intérieur de la piscine, lors des cours du coach, Émilie qui nageait avait trouvé ce matin-ci, avait trouvé un linceul noir, scotché, recouvrant l'intérieur de ce qu'on pouvait croire être un corps, un linceul noir avait été trouvé dans la piscine. Cela était si toxique, si froid pour elle, que Émilie en était tétanisée. Elle paniquait, elle avait encore le goût amer de la peur en elle. Elle avait encore le piquant de ce qu'elle avait vu dans le dos. Anormalement élevé, j'ai pu remarquer sa tension sur le tensiomètre. Et c'est ensuite que, si possible, je m'étais dit que j'allais peut-être parler au principal, lui dire que ce n'était pas moi, que je n'avais rien à voir là-dedans, que le plastique retrouvé au fond de la piscine qui a dû être évacué, n'était peut-être pas l'œuvre de A, mais que ce n'était peut-être pas quelqu'un de mort, que c'était une farce, une mauvaise blague qui avait été faite, un truc qui avait été lancé par un élève, une sorte de blague virale qu'on aurait pu retrouver dans un lycée. J'ai alors espéré de toutes mes forces que cette chose, ce truc, ce cadavre dans un linceul noir, entouré de scotch qui ressemblait bel et bien à un lycéen mort. Était-ce bien ça? Je sais que ce n'était pas ça, mais était-ce bien ça? Car il fallait que je fasse croire quelque chose. Il fallait que je mente et que je fasse croire quelque chose au principal. Était-ce bien ça? C'est alors que par anticipation, par solitude, par crainte, par anticipation, j'ai commencé à dire que c'était peut-être une farce virale qui avait été lancée dans le lycée. J'avais l'impression d'être suspecte. J'avais l'impression que quelqu'un d'autre que ce que je pensais être A, essayait de me piéger. Je me suis senti si inutile, mais surtout quand j'ai regardé Émilie, adossée sur le dossier de la chaise, les jambes refermées, réattribuée à elle-même, je pus la voir arriver, les cheveux mouillés, elle s'essuyait les cheveux devant son casier. Elle était assise et elle ne bougeait plus, elle était figée. Je me suis alors assise à côté d'elle, et devant moi, j'ai vu son casier. Elle s'était assise en face du casier de Paige, qui était parti depuis bien longtemps. Elles commencèrent alors à pleurer, se demandant si le corps qu'elle avait vu dans la piscine n'était pas le sien. Je lui ai dit alors que ce n'était pas elle, mais que c'était A, que c'était l'homme qu'on pensait être A, qui nous avait joué un tour, qui jouait avec nous, qui s'amusait à faire des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Et enfin,
A, celui qu'on pensait être A. Au début, je n'en étais pas certaine, mais je me suis exprimée à Émilie. J'ai examiné tout ce que je pensais être prêt à prouver pour pouvoir représenter la représentation de A, qui en était l'homme qui me poursuivait, celui qui avait sur mes clichés photos, celui qui avait incliné la tête lorsque nous étions dans ce hangar, celui qui s'était penché devant nous pour embraser la lumière, celui que je pensais être A. C'était inutile, je crois, mais j'ai quand même essayé de lui parler. Face à moi, elle m'a regardé et elle m'a juste dit « Vous n'en êtes pas sûr. Vous croyez que c'est lui. » Je l'ai alors pris par les épaules et je lui ai dit qu'il fallait qu'on regarde mes clichés photos. Nous sommes arrivés dans la salle rouge pour observer mes clichés photos. Par la suite, c'est autour de moi que j'ai remarqué que sur chacun de mes clichés photos apparaissait une personne avec une capuche noire. Ah, alors je lui ai dit, « Tu vois, je vous avais dit, un vendredi soir dernier, lorsqu'on avait vu cette lumière dans le hangar, c'était bel et bien A. Elle commençait doucement à me croire, et ce que vous pensez, elle commençait à le penser. Légèrement, un vendredi soir, un autre vendredi soir. J'ai commencé à craindre le possible. Y avait-il peut-être un deuxième A qui me devançait? Il fallait que je cherche quelqu'un, ou que je trouve un moyen, que je commençais à chercher quelque chose pour pouvoir, à l'école, faire croire qu'il y avait un A qui n'était pas moi. C'est alors que j'ai commencé à faire croire le mal autour de moi. J'ai commencé à faire croire le mal autour de moi. À l'intérieur du lycée, je répétais que A m'envoyait des messages que j'avais aperçus, qui ensuite je les partageais avec Anna, avec Émilie et avec Mona. Dans la salle de chimie, nous nous sommes retrouvés. Était-il possible qu'il y ait quelque chose à l'intérieur? C'est alors que j'ai fait croire le mal. Et j'ai répété que dans les bocaux dans lesquels se trouvaient des fœtus conservés, j'ai répété que A y avait mis quelque chose. Je leur ai dit à toutes qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Les filles ne m'ont pas cru. Elles m'ont répété « Si c'est toi, Aria, c'est pas drôle. » Je leur ai dit « Mais les filles, je suis pas sûr. Allez voir. Je vous dis que je suis pas sûr. C'est peut-être lui. » Les filles ont commencé à me croire tout doucement et ont regardé les mots qu'il y avait dans les bocaux. Dans les bocaux, il y avait des mots et elles ont commencé à me croire lorsqu'elles ont vu « Anna, tu surveilles l'enfer rouge et tu vas peut-être mourir » avec un des patients de Radley. « Émilie, l'eau te surveille, mais fais attention à son regard, car penché, A te regarde aussi. Aria, tu penses écrire ce qui est bien, mais le mal apparaît dans tes lettres. » Ensuite, Émilie, Anna, Spencer, tu penses avoir la justice entre tes mains, mais ta mère ne crée que des problèmes. Ces mots qui nous étaient apparus, je croyais que c'était lui. Je n'en étais pas sûr de savoir que c'était A. Mais je savais que reprendre les rênes était si facile. Ça pouvait même paraître être cliché. D'observer trois jeunes filles qui pensaient que A était réellement encore en vie. Vous avez vu ces jeunes filles qui embrassèrent à pleine bouche les messages de A, sans savoir que la personne qui est parmi vous pourrait peut-être être A. Ce vendredi dernier, j'ai installé des caméras dans la maison des Hastings et j'ai installé des caméras dans la maison des Fields. Ensuite, dans la maison des Montgomery, j'ai installé des caméras avec son. Je les ai récupérées la nuit, après être passé chez Emily, chez les Fields,
après être passé chez Spencer, chez les Hastings, et après être passé chez moi, ainsi que chez Anna, chez les Mérines, où j'avais déposé la dernière caméra. Je récupérai les enregistrements, que je mis alors sur une clé USB, qui par la suite, à l'aide de Mona, sur une clé USB, les enregistrements avaient été déposés, sur un dossier qui avait été envoyé par une personne qui m'avait devancé. Je pris alors ce dossier, et il était écrit cordialement « A ». Et c'est alors que je regardais le dossier. Devant moi, les mots s'embrasèrent les uns après les autres. Je regardais alors la braise de chaque mot qui brûlèrent devant moi. Je pus voir chaque mot chaque semaine, brûler juste devant moi, apparaissaient des textes. Oui, c'est ça, des textes. Le vendredi matin apparaissait un texte. Le mardi apparaissait un mot. Le suivant était possible que je fasse tout un texte, un livre répété sur lequel des fausses phrases apparaissent. Ensuite, mettant sur moi, sur mes épaules, mettant la capuche de A, ce survêtement noir, mettant la capuche de A, je me suis installé à une chaise. J'ai commencé à créer l'impossible, à créer le possible. Vous avez du mal à croire que je créais le mal à l'intérieur de ce que je pensais être le bien. Mais assis sur cette chaise, j'aperçus juste devant moi ce qu'il y avait. Une notoriété de fan. Une notoriété de fan qui me prenait pour une sainte. Mais je n'étais pas nécessairement la fille que vous pensiez. Ces personnes qui pensaient être la fille que je pensais, qui me poursuivaient au brou pour me parler, étaient suspendues à mes lèvres et affirmaient avoir vu A. C'est alors qu'à l'instant, toutes ces personnes commencèrent à me parler de A. Moi-même, je n'y croyais pas. J'avais des informations de plus en plus réceptives à ce que je pensais être la vérité, de plus en plus réceptives à l'homme que je poursuivais. Je n'avais jamais vu un tel renseignement par rapport aux personnes qui pensaient débuter dans la recherche de A. J'étais certaine d'avoir examiné toutes les pistes pour pouvoir enfin accéder à son identité, à l'homme que je poursuivais. Ensuite, je me suis mis devant les photos que j'avais relâchées. Ces photos que j'avais relâchées dans la salle rouge, dans la salle d'observation, sur lesquelles apparaissait A. Ces photos que j'ai reprises chez moi, des clichés photos pour les observer. Je les ai mises dans un dossier que j'ai ensuite mis à côté de moi, près d'un livre sur lequel étaient posés en dessous des dossiers, des photos sur lesquelles apparaissait A. J'ai repris le dossier sur mon PC et j'ai créé de fausses pistes, de faux clichés numériques sur lesquels apparaissaient des textes, de fausses discussions faites à partir de phrases ou de mots qu'avaient dit les mères de mes copines, ou encore mes simples copines, telles que Anna, telles que Emily, telles que Spencer, telles que Mona et les autres. Leur mère, Ashley, ma mère à moi, Ella, la mère de Spencer, Veronica. Eh bien, tout ce qu'elle pouvait dire, je les récupérais. Je n'avais jamais vu un tel renseignement. À partir de leurs mots, j'avais enfin la certitude de pouvoir créer un second A qui pouvait protéger mon identité. Débutait le début d'une nouvelle certitude à examiner leurs mots, leur tâche à parler ensemble. Je créais de fausses pistes, de fausses lettres, de faux mots et de fausses discussions que je transmettais aux autorités. Pour pouvoir poursuivre une fausse piste, je créais, à la vue de tous, un faux A qui enfin n'existait pas, mais entre les mains des autorités, cet homme que je n'avais jamais vu auparavant, ce faux A que j'avais créé à partir de lettres, à partir de mots, à partir de textes agréés que j'avais vus, que j'avais examinés, tâchant d'essayer de les représenter de la manière la plus concrète possible, j'ai créé des mots, des lettres et des phrases qui étaient pour le moins différentes les unes des autres, mais qui poursuivaient en justice A,
cette personne que je recherchais. J'avais créé une fausse identité. Le vendredi soir, je suis rentré chez moi, et le vendredi matin, c'est alors que Mike est apparu devant moi. D'une incertitude en dehors de la porte, il me regardait. D'une incertitude, il me regardait en dehors de la porte. Il était sur le perron de la maison. Un vendredi, je suis sorti, et sur le perron de la maison, il m'a suivi le long du jardin, et je suis apparu dans la grange de Spencer. Derrière moi, je me suis retourné, et il n'était plus là. Il avait certainement été rejoindre Mona quelque part. Remettons les choses au clair. Certes, j'avais créé un faux A qui pouvait amicalement me protéger. Cette personne n'existait pas pour de vrai, car en baissant mes gardes, j'avais tout mon temps pour pouvoir poursuivre les filles. J'avais tout mon temps en baissant mes gardes, et en créant ce faux A, j'avais tout mon temps pour baisser ma garde, poursuivre les filles, et faire comme s'il s'agissait d'un faux A. Voulait-il sourire et prouver qu'il existait, ou voulait-il se mettre derrière moi et prouver que j'étais réellement la personne que j'étais, c'est-à-dire le vrai A. J'étais A car je savais que dans mes livres, qui n'étaient pas des livres, j'y cachais dans mes livres, ce vendredi soir, j'y cachais dans mes livres des cassettes VHS. Mes livres étaient si légers, mais paraissaient si lourds à la vue de tous, que j'y cachais des cassettes VHS. Des cassettes. À l'intérieur, j'y cachais des cassettes VHS. Ce n'était pas facile à cacher à la vue de tous. Je cherchais une excuse à chaque fois que quelqu'un voulait lire mes livres, pour ne pas qu'il découvre qu'ils soient si légers et qu'à l'intérieur résonnèrent un bruit, qui était une cassette VHS. C'était lui, je disais encore que c'était lui, qui cachait à l'intérieur de mes livres des cassettes VHS. C'est alors que Mona en avait fait une copie, les avait ramenées chez elle. Un soir, je me suis ramené chez elle, je suis rentré dans sa chambre, tout comme Emily, Anna et Spencer. Nous avons regardé les cassettes cachées dans mes livres, la copie qu'avait fait Mona. Et sur son PC étaient apparus tous nos mensonges, tout ce dont nous avons menti, toutes les fois où nous étions apparus au poste de police, toutes les fois où la mère de Spencer a dû nous protéger, toutes ces fois où nous avons dû mentir, toutes ces fois où nous avons couru dans la rue, où nous avons apparu à l'image des caméras. Eh bien, toutes ces fois-là étaient apparues sur les cassettes VHS. Ce n'était pas facile à voir. Nous nous sentions suspects. Nous nous sentions suspects de voir que quelqu'un s'était introduit dans les caméras, essayant de nous piéger et de récupérer toutes les fois où nous avions été inutiles au poste, où nous étions récupérés. Où nous nous étions récupérés les unes aux autres, ayant l'impression d'être suspects. Il était vraiment rusé, ce A. Ce A qui nous poursuivait était rusé. Était-ce Allison comme nous l'avions vu, car autour de nous, ce jour-là, la tête inclinée, au poste de police, nous surveillaient toutes les autorités. Les cassettes VHS étaient posées sur une table, et devant nous le lieutenant de police s'était mis juste devant nous, et sortit alors les clichés photos que moi-même j'avais cachés dans ma chambre. Elle sortit les clichés photos, ayant été les récupérer dans ma propre maison. Mike les avait laissés entrer. Elle récupéra alors les clichés photos, montrant du doigt A qui apparaissait sur chacune de mes photos. Essayant de récupérer des informations, elle me demandait depuis le début qui était cette personne. M'exclamant à la police, je disais que je ne savais pas, que je ne l'avais jamais vue avec cette capuche, que je ne l'avais jamais vue avec cette capuche, que je ne l'avais jamais vue cette personne. Anna, qui était dans une autre pièce à part, répondait pareil. Nous mentons pour pouvoir nous protéger. Nous n'avons jamais vu cette personne. Nous répétons que nous n'avons jamais vu cette personne. Lorsqu'elle nous a demandé si c'était A, eh bien, nous avions tous répondu que nous étions sûrs que c'était lui, mais que nous croyions encore que les pistes que
que nous avançons. Une fois de plus, les preuves que nous avançons n'étaient pas celles que nous pensions. Je pourrais rentrer chez moi et également prendre un verre sans personne en attendant clairement le retour de Mike, mais ce soir-là, je savais que si je n'avançais pas des preuves immédiates prouvant à la police que A n'était pas celle que je pensais, c'est-à-dire moi, si je ne trouvais pas des preuves ayant l'impression d'être quelqu'un d'autre, de ne pas être suspecte, de prouver que quelqu'un d'autre qui est toujours dans la nature, essayant de piéger les filles, essayant de me piéger moi, si je ne trouvais pas des preuves tout de suite, il serait inutile de ne pas me rendre, car la police allait me trouver, savoir que j'étais A. Il fallait que je trouve un moyen de faire en sorte que les filles se taisent. Je les ai alors enfermées. Quand il était sorti, je les ai alors enfermées. Je leur ai ouvert la grille. Pensant qu'elles avaient fait exploser un gardien du cimetière, je leur ai ouvert la grille. Elles sont alors rentrées dans le cimetière. Voyant sur les tombes leur propre nom écrit, quant à moi, je sortis du cimetière et je pus voir tout autour de moi le cadavre de cet homme, ayant explosé à cause d'un explosif installé sur la porte de gauche et sur le portail de droite. Sur le portail de gauche et sur la porte de droite était installé un explosif et un détonateur. J'avais fait exploser le gardien. J'avais vu son corps brûlé et calciné, la chair carbonisée et noire sur le côté. J'étais avec les filles ce soir-là. Nous étions à Ravenswood, dans le cimetière. Et au début, lorsque tout a commencé, lorsque c'est arrivé, certains des passants de Ravenswood nous ont regardés. J'ai examiné leur manière de réagir, en même temps qu'elles prenaient le cadavre qu'il y avait par terre. Je tâchais de me taire, de ne pas dire ce que j'avais fait. Je tâchais de respecter l'entendement de ce que je pensais faire, l'homme que je pensais être A, celui que j'avais vu, que je pensais réellement être A. Ce jour-là, je m'acharnais à leur dire clairement que je pensais que c'était A, qu'il était quelque part à Ravenswood. Mais c'est alors qu'elles déplacèrent le cadavre, et tout comme moi, j'ai donc incliné la tête, et j'ai regardé Anna. Lorsqu'elle m'a vu, elle s'est penchée pour prendre par les jambes le cadavre, le tirer et l'enterrer, quelque part plus loin, près de la voiture. Elle a penché la tête, m'a regardé, je me suis assise sur la voiture, sur le côté. Penchant la tête, toujours sur le côté, elle m'a regardé, la tête inclinée vers elle. J'ai regardé Anna, et elle s'est posé la question. Qu'est-ce qu'il y a de si bizarre pour que tu réagisses comme ça? J'ai réfléchi. Pendant un instant, je n'ai pas répondu. Et Anna m'a dit, qu'est-ce qu'il y a de si bizarre pour que tu réagisses comme ça? Je lui ai dit, c'était lui. J'avais raison, c'était lui. Je crois que c'est lui, on vient de le tuer. Vous n'êtes pas sûr, mais moi je crois que c'est lui. C'est la personne qu'on vient de tuer. Essayant de créer un conflit entre les trois filles, entre moi, Anna, Spencer et Emily, essayant de créer un conflit pour leur faire croire que A était déjà mort depuis longtemps. C'est alors que je regardai ses vêtements. Je pus observer sur le cadavre un pull noir, un jeans noir, et je dis alors aux filles, un instant, je crois réellement que c'est A. Il a un jeans noir, un pull noir, et regardez ce que j'ai trouvé sur son corps. Je trouvai alors un couteau. Les filles étaient réellement persuadées que c'était A. Observant leur visage, chacune leur tour, je pus en confirmer qu'il était réellement A. À l'instant, j'avais ma couverture. J'avais la personne qui pouvait me protéger. J'avais réussi. Les filles étaient sûres d'avoir tué A. Les messages, je les fis disparaître. Je n'envoyais plus de messages.
Que se passait-il pour que tout le monde croie que je sois réellement A, pour que tout le monde se mette à croire que j'étais réellement A? Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas pensé que vendredi dernier, j'étais chez moi avec mon frère et que je ne faisais rien, que Mike était là, regardait la télé, la liste de films que lui avait donné Mona, trouvant que c'était incroyable, qu'elle savait retenir tant de films, tant de passages. C'est alors qu'il regardait cette petite liste de films que lui avait fait Mona. Ensemble, c'est alors que Mona réapparut à la maison. Elle réapparut directement à la maison, tout en entrant, comme cela lui chantait. Elle lui ouvrit la porte, je lui ouvris la porte, et elle entrait. Émilie la poursuiva à l'intérieur et poursuivit la marche de Mona. Elles montèrent les escaliers, et je dis alors à Mike que je montais aussi dans ma chambre. Je montais aussi dans ma chambre, poursuivant les escaliers, poursuivant les filles dans les escaliers. Je dis alors à Mike que j'allais remarquer mes clichés photos en haut. En haut, j'allais examiner mes clichés photos, les observer avec les filles. Et tout autour d'un instant, Mike éteigna la télé, remontèrent dans sa chambre, et ce vendredi dernier, ce vendredi soir, en haut, les filles ont remarqué mes livres, ont commencé à me demander la permission pour pouvoir les lire, et je leur ai dit qu'il ne valait mieux pas. Lorsque je suis parti et que je suis revenu, lorsque j'étais parti mais que j'allais revenir, enfin elle pensait avoir découvert A. Elle pensait avoir découvert A, elle pensait savoir qui il était, car on en était déjà au troisième homme qui se faisait passer pour A. Je n'avais jamais vu une telle équipe penser me battre. Je n'avais jamais vu une telle équipe, une telle team A penser me battre. Au début, je croyais que ce n'était que des amateurs, mais j'ai examiné de plus en plus mes photos, tâchant savoir que les personnes qu'il y avait sur mes photos étaient plus petites et plus grandes. Il y avait 3 personnes différentes. C'est alors qu'autour de moi, j'ai fait en sorte de comprendre. J'ai fait en sorte de comprendre. Au début, je ne comprenais pas, je ne savais pas qui était A. Mais c'était certain d'une chose, c'est que moi, j'étais le vrai A. Je menais les ficelles. Je menais les filles en bateau. Je tenais les filles par des ficelles. Tels des pantins. J'étais l'homme. J'étais l'homme qu'elle croyait être, qu'elle croyait avoir derrière elle. J'étais l'homme qu'elle croyait avoir derrière elle. Ah, celui qui les poursuivait, qui leur envoyait des messages. J'avais vu qu'avec leur visage, qu'avec leur tête inclinée sur le côté, lorsqu'elles regardaient et qu'elles lisaient leurs messages, elles s'étaient penchées et elles embrassèrent le mal. C'est à lui que je disais tout ça. C'est à lui. C'est en lui que je croyais. C'est en lui que je croyais, c'est à lui que je disais tout ça. Vous êtes sûr que A est toujours en vie, car j'avais supprimé tous les messages. Un deuxième A avait réapparu. Il était arrivé lorsque moi, Aria, j'avais enfermé Anna à l'intérieur d'une cuve, cuve dans une ferme. J'avais enfermé Anna, enchaînée sur une chaise, les mains vers le haut. Elle essayait délibérément de se libérer. Délibérément, elle essayait de se libérer. Je l'observais. J'étais devant elle et je passais à côté d'elle avec un couteau. Je la regardais et je l'observais. À son tour, elle essayait de me parler, de savoir qui j'étais. Mais un instant, je gardais le silence. Je gardais le silence. Et tout autour d'elle, je repris mon couteau. Les clichés photos qu'il y avait par terre, je les mis devant elle. En silence, je l'observais. À son tour, elle se mit à parler. Un instant pour me dire qu'elle voulait savoir qui j'étais. Vous les avez vus s'embrasser, car elle était déjà en contact avec quelqu'un que j'aimais. Vous les avez vus s'embrasser, car à la fenêtre de l'appartement d'Ezra, lorsque je suis rentré, j'ai vu Anna. J'ai vu Anna à la fenêtre d'Ezra, s'en prendre à la personne que j'aime, l'embrasser, lèvre contre lèvre. Cela m'a mis hors de moi. Je l'ai donc abandonnée pendant 3 jours, dans une ferme abandonnée.
Je venais tous les jours pour la voir avec un couteau en main. Je lui demandais et je lui posais des questions sur pourquoi a-t-elle embrassé Ezra, la personne que j'aime, l'homme que j'aime. Pourquoi a-t-elle fait ça? À l'instant, lorsque je suis venu, elle m'a dit que c'était sur le coup du stress qu'elle l'avait embrassé, qu'elle n'avait pas fait attention. Lorsque le dernier vendredi, je suis rentré dans l'appartement, que j'avais vu Anna dans les bras de Ezra, passant ses mains le long de sa nuque, l'embrassant, eh bien c'est ça que j'ai ressenti, de la rage, de la haine, de la colère. Il y a une seule chose tout au plus qui me passait le long des veines, à travers mon sang. À travers mon sang, ce vendredi dernier, c'est ça, il y a une seule chose que j'ai ressentie, la semaine passée, lorsque j'ai vu Anna avec Ezra. Oui, c'est ça, une seule chose. Le vendredi matin, je ne ressentais que de la rage, de la haine, de la colère. Et en dehors du lycée, ou en dehors des cours, dans les couloirs, dans le jardin à l'extérieur, sur les bancs, là où je rejoignais Emily, Anna et Spencer, il était possible qu'elles allaient me parler de A. Mais internée à Radley, cette personne que j'avais aperçue, que je pensais être A, n'avait aucun endroit dans lequel se réfugier si la police arrivait. Il n'aurait pas pu partir, il n'aurait pas pu se libérer. Admettons un instant que la personne que je supposais être A, à Radley, enfermée, était bel et bien A. Admettons un instant que cette personne se livre à la police. Aurait-il pu être le vrai A lorsque je savais que moi, souffrant d'un TDI, affirmant les médecins qui affirmaient que je souffrais d'un TDI, d'un trouble de la personnalité, eh bien, affirmant que je souffrais d'un TDI, trouble de la personnalité multiple, ou alors encore bien beaucoup d'autres choses, les médecins affirmèrent que j'étais peut-être A. Les médecins se retournèrent contre moi. En dehors des médecins se retournèrent les autorités. Dans le jardin, je me cachais. Dans la grange de Spencer, si possible, lorsque je réussissais à y entrer. C'est alors que pas mal de choses se sont passées. Interprétant les choses de cette manière, j'ai voulu faire taire les filles. J'ai enfermé Anna. Chaque jour, je venais la voir. Un jour, je suis venu la voir et je tenais Caleb en otage. Je lui ai dit de me répondre, car si je tenais Caleb en otage, il était sûr que j'allais lui faire du mal. Ensuite, j'ai vu et j'ai aperçu Emily. J'ai aperçu Emily avec un enfant. J'ai aperçu Emily avec un enfant. Et j'ai aperçu, à côté, Allison, avec un autre enfant dans les bras. Cette nuit-là, je leur ai dit que je croyais savoir que c'était lui. Elles m'ont répondu que je n'en étais pas sûr. J'ai pensé légèrement, mais je ne l'ai pas dit. J'ai pensé légèrement dans ma tête. Vous croyez ça? C'est alors que les deux filles s'endormèrent ce soir-là. Chez elles, elles s'endormèrent et se réveillèrent le lendemain matin. Tout autour d'une cuve, elles se réveillèrent attachées à cette même cuve à l'intérieur de laquelle se trouvait Anna. Elles entendirent des cris, me suppliant de leur dire qui c'était à l'intérieur de la cuve, enchaînée à une chaise par des menottes. Voyant ses poignets s'assombrir et devenir de plus en plus violets et sombres, sachant que autour des lacérations qu'elle avait sur les poignets, les menottes étaient trop serrées. Les étreintes qu'il y avait autour d'elle, les menottes étaient trop serrées. Ses poignets devenaient violets, ses mains devenaient froides, la circulation de son sang ne passait plus. Enfin, ce n'était pas moi qui faisais ça, ce n'était pas Aria Montgomery qui faisait tout cela, c'était A. Au début, je pensais pouvoir me cacher derrière A, jusqu'à ce que Mike, mon frère, de l'autre côté de la ville, à Rosewood, car ici nous étions à Ravenswood, de l'autre côté de la ville, mon frère me livrait aux autorités. Je le savais déjà qu'il avait découvert qui j'étais. Il avait découvert qui j'étais ce soir-là.
lorsque j'étais avec Spencer, que j'avais accroché à l'extérieur, au bout d'un mât qui tenait une cuve, en haut, près de cette ferme, j'avais attaché Spencer. Je la manipulais, je lui disais « Combien de fois ta mère a menti à la justice ?» Je lui disais de répondre, de me répondre, et de me dire combien de fois sa mère a menti à la justice. Elle n'osait pas me répondre, ni même avouer que sa mère était suspecte de quelque chose, d'un crime ou de quelqu'un qui avait menti à la justice. Lui ayant laissé la vie sauve, elle avait l'impression d'être suspecte. Elle ne voulait pas avouer qu'elle avait menti pour quelqu'un, que sa mère lui avait laissé la vie sauve, qu'elle avait laissé un tueur en série dehors, surtout dans Rosewood, cette ville dans laquelle beaucoup de choses changent tellement vite. Il devait revenir à moi. Il devait revenir à moi, cet homme. Cet homme devait me revenir, car il s'agissait de ma couverture, mon second A derrière lequel je pouvais me cacher. J'essayais de leur faire avouer combien de fois sa mère avait menti à la justice. Anna, j'essayais de lui faire comprendre que sa mère ne faisait que créer des faux comptes en banque. Ensuite, il y avait Emily. Je tenais son enfant. Je lui disais qu'il était magnifique, que si je ne libérais pas Addison, je tenais son second enfant, sa seconde petite fille, que si je ne libérais pas Addison, que si elle n'avouait pas ses crimes, ses fautes, tout ce qu'elle a fait endurer aux élèves de ce lycée en tant que coach de natation, si elle n'avouait pas ses fautes et ses crimes, j'allais faire endurer les pires souffrances à ses enfants. Ensuite, Addison, je lui ai dit que si elle n'avouait pas tous ses mensonges, ce qu'elle nous a fait subir, la haine qu'on avait ressentie lorsqu'elle avait disparu, je faisais subir la même chose à ses enfants, car il y en avait deux, un pour Addison et un pour Emily. J'avais convaincu mes parents de ne rien dire, j'avais convaincu mes parents d'essayer d'arrêter mon frère, car lui-même était déjà dehors avec un vêtement noir, essayant de montrer à la police que ces vêtements qu'il tenait dans ses mains, ce sweat à capuche noire et ce jeans noir qu'il tenait, dans laquelle il y avait un détonateur, un bouton sur une manette. Ce bouton rouge sur une manette qu'il y avait déclencherait une explosion immédiate de ma propre maison, pouvant épargner mes parents, épargner mon frère de cette explosion. Il fallait qu'il ne livre pas ses vêtements à la police, car la police allait faire des tests sur ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur. Un détonateur, une télécommande avec un bouton rouge, déclenchant une explosion immédiate de ma propre maison, épargnant mes parents, épargnant mon frère. Il fallait immédiatement que mes parents fassent en sorte que mon propre frère n'aille pas me livrer à la police. Que mon propre frère n'aille pas me livrer à la police. Il fallait immédiatement que mes parents réagissent s'ils ne voulaient pas sauter avec la maison. Car ce soir-là, j'ai convaincu mes parents de faire en sorte que Mike n'y aille pas. Il n'y est pas allé, il n'y a pas livré. Il n'a pas livré ses vêtements noirs qu'il avait trouvés, ce sweat à capuche noire qu'il avait trouvé. Mais je pus remarquer que le soir, dans la nuit, lorsque mes parents dormaient, il y était allé, il était sorti, avec l'anticipation qu'il avait en lui, la solitude qu'il ressentait par rapport à Mona. Il était sorti, et personne pour l'arrêter, personne pour le critiquer de ce qu'il faisait, personne ne pourrait l'arrêter. Il avait livré les vêtements à la police, qui avait examiné ce que c'était. C'était bel et bien ceux de A. Je ne fus jamais arrêté, mais la police vint à comprendre que c'étaient les miens. Mon sang était dessus, mes cheveux, mes ADN, mes ongles étaient dessus, mes empreintes, et c'est alors qu'il comprit que c'étaient mes vêtements. Je fus arrêté, mais peu plus tard, les voitures de police arrivèrent à mon domicile. Je rentrai chez moi la nuit, et on me passèrent les menottes. J'arrivèrent au commissariat, mais je savais que même de la prison, je continuerais à faire vivre à travers les villes de Rosewood et de Ravenswood, même en dehors de la prison, dans la prison et dans ma cellule,
Je le ferai continuer, et je continuerai de persécuter les filles. Ce que j'aime, c'est la clinique psychiatrique ou le sanatorium, Radley. Il est terrible de savoir que c'est de notre faute d'avoir torturé 3 filles. À vrai dire, 4, car je faisais partie du lot. Je m'étais introduit dans la torture que j'infligeais à ces 4 filles. Vous savez, vous n'êtes pas toujours sûr de la personne que vous êtes. Il est peut-être jouissif d'avoir torturé 3 filles durant ces dernières années, d'avoir fait pression sur elles, d'avoir pensé que arriver à ses fins pouvait poser autant de problèmes, car s'installer dans une ville comme Rosewood pouvait être si perturbant et si inexplicable que de temps en temps, je faisais tâche de faire en sorte qu'elles se sentaient suspectes et qu'elles partent si loin qu'elles en arrivaient à être à Ravenswood. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous pensez que vous êtes suspect? Vous vous cachez, tout comme les filles, Anna, Emily et Spencer, qui sont parties. Elles sont parties, se répétant que A était mort. Elles sont donc parties ce soir-là. Elles se sont cachées auprès d'une femme. Elles se sont cachées auprès d'une femme qui vivait à Ravenswood, qui les protégeait, qui le protégeait de toute mauvaise onde. Et c'est alors que Mona les suivait. Les 5 filles que j'ai torturées, tout en me comptant dans le lot, cette femme qui les avait protégées, qui les avait aperçues dans le cimetière, apercevant la fumée s'émanant du cadavre que j'avais fait exploser. Je savais que c'était public et qu'à présent plus personne ne pouvait me cacher. Je savais que même ma mère, même mon frère, indubitablement, allaient savoir que la femme ou l'homme que j'avais tué, à cause du détonateur et de l'explosif mis sur la grille ce soir-là, je savais que la personne que j'avais tuée n'allait peut-être pas acquiescer ce que j'avais fait. Sa famille était dévastée, elle n'allait pas acquiescer ma punition, être enfermée à Radley. Elle voulait ma mort, beaucoup plus. J'essayais de savoir pourquoi. Souvent je téléphonais à Anna de la prison. Je leur faisais croire que j'étais quelqu'un d'autre, que c'était A qui leur parlait du téléphone. Elle voulait alors à tout prix savoir mon identité. Mais je continuais à persévérer. Et avec mon sang, un soir, je saignais, je m'étais blessé. J'étais tombé et sur un ressort du lit qui dépassait, qui était pointu. Je me suis donc blessé et je saignais. Avec mon sang, j'ai commencé à regarder ma blessure. Et j'ai continué. J'ai continué à regarder ma blessure. Et je me suis dit, je sais ce que je vais faire. J'ai alors élaboré tout un plan sur le matelas. Sur le matelas, j'ai élaboré tout un plan. J'ai commencé à écrire avec mon propre sang. Avec la camisole de force que j'avais au-dessus de mon pull noir, au-dessus de celui que je portais pour être A. Avec ma camisole de force que je portais pour être A, au-dessus de moi, j'avais cette camisole. Je ne pouvais me défaire, mais je m'en suis défait. J'ai alors déchiré le tissu, ressorti ma main. J'ai enlevé les sangles, défait les ceintures. Je me suis libéré de ma camisole de force. J'ai enlevé ce qu'il m'avait mis autour de la bouche, une sorte de bâillon, une sorte de muselière pour humain qu'il m'avait mis autour de la bouche. J'étais sous calmant, je ne savais pas ce que je faisais. Franchement, à Radley, c'est assez peu jouissif de se sentir seul dans une pièce. Ma foi, Anna, qui était en dehors de Radley, continuait à me chercher et à convaincre la police d'essayer de me trouver, de savoir que le sujet de A était réellement moi. Derrière ces murs, je continuais à les persécuter, à les harceler. J'inventais toutes sortes d'inventivités, toutes sortes de choses pour pouvoir les accuser, toutes sortes de choses pour qu'elles puissent mentir encore plus. J'essayais de les accuser, j'essayais de ne pas me livrer à la police.
J'essayais de ne pas me livrer à la police. J'essayais de les faire accuser, de les incriminer. J'essayais de faire en sorte que rien que de la prison, tout me semblait si facile. Tout me semblait si facile de la prison. J'avais un mobile de l'extérieur qui, rien qu'en J'avais un mobile de l'extérieur qui, rien qu'en continuant de la prison, allait harceler. De l'inventivité que j'avais, des choses que je craignais, les choses que tout autour de moi j'inventais, les cris des prisonniers que j'entendais, les cellules se fermer et s'ouvrir, de derrière autant que de devant, indubitablement, je savais que mon vocabulaire que je faisais passer aux filles allait les harceler. Anna, Spencer, Emily, je m'en prenais à leur famille, à leur mère et à leur père. Tout autour d'eux, je m'en prenais à leur mère et à leur père. Je continuais à dire que Emily, qui venait de perdre son père, je continuais à lui dire que c'était moi qui l'avais tué, qu'il n'était pas mort d'une maladie cardiaque, ni même au combat, que c'était A qui s'en était pris à lui. J'ai continué à leur poser des questions. Je me suis appuyé sur eux un soir où elles sont sorties. Je me suis appuyé sur Anna. Je me suis appuyé sur sa poitrine. J'ai soulevé ma capuche et je leur ai montré mon visage. J'étais en dessous d'une cagoule noire qui protégeait tout mon visage, mais par-delà mon visage assombri. Mais plus encore, Spencer a aperçu la couleur de mes cheveux. Spencer a aperçu la couleur de mes cheveux dans la pièce noire dans laquelle on se trouvait. Assombri par l'obscurité, encore plus, je me retrouvais par-delà l'obscurité, par-delà la pièce assombrie, mais encore plus, j'étais bien plus que ça. J'étais sur la poitrine de Anna. Je m'adossais sur elle. J'étais sur sa poitrine. Je m'adossais sur elle. Je jouais de son corps comme d'un objet. Je m'adossais sur elle. J'étais sur sa poitrine. Je prenais son bras par derrière et par devant. Je l'enchaînais à une chaise et je la laissais là pendant bien longtemps. Je jouais avec ses sentiments, avec Caleb, avec sa mère et avec les personnes qu'elle aimait. Derrière tout ça, je jouais avec les sentiments de Spencer, que j'avais enchaîné à un mur. Je jouais d'elle comme d'un objet. Je l'avais enchaîné avec des chaînes. Je jouais avec ses sentiments, avec la justice qu'essayait de faire régner sa mère, et ensuite, assombrie par l'obscurité, Émilie, je jouais de ses sentiments, de la haine qu'elle avait eue pour la personne qui a tué son père. Je disais que c'était moi la personne qui avait tué son père, qu'il n'était pas mort au combat, qu'il n'était pas mort d'une maladie cardiaque, la fois où il a essayé de le sauver du lycée. Elle a hurlé encore et encore, je la voyais s'enfoncer et s'engouffrer toute seule dans les sous-sols des ruines de l'endroit dans lequel je les avais amenées toutes les trois. C'est alors que j'ai persuadé mon frère, mon propre frère, je l'ai persuadé de l'endroit dans lequel j'étais. Je l'ai persuadé de retrouver la confiance qu'il avait envers Allison. Il a retrouvé cette confiance et il est parti à une soirée dans laquelle elle se trouvait pour pouvoir retrouver sa confiance. Je l'ai persuadé de nouveau regagner sa confiance et de nouveau l'aimer. Une nouvelle fois, je l'ai persuadé. Il l'aimait une nouvelle fois. Et c'est alors qu'en aimant Allison, j'ai pu persuader Allison, de persuader mon frère lui-même en jouant de ses talents de manipulatrice, le persuadant de jouer à mon jeu sordide. Je leur ai envoyé à elles toutes, à Mona, à Anna, à Spencer et à Emily, à elles quatre, je leur ai envoyé un message, sachant que mon frère avait rejoint mon jeu sordide, que Allison l'avait persuadé avec ses talents de manipulatrice. Il avait rejoint mon jeu sordide, il était muni d'un visage noir, assombri par une cagoule, il était muni aussi d'un jeans noir et d'un sweat à capuche noire. Il était le second A qui allait me servir de couverture. Une fois que j'avais Mike, mon frère, dans mon équipe, que personne ne se doutait que c'était moi, A. J'allais faire continuer ce cauchemar encore et encore, j'allais les persécuter. Une fois que mon frère est arrivé dans la cabane, il a mis un masque zombie. Il a mis un des masques bébé zombie. Et ensuite, il a pris un couteau. Il a conduit le car jusqu'au plus profond de la forêt. Nous sommes arrivés ensuite dans un endroit sûr et certain, dans lequel nous étions en sécurité,
cet endroit sûr dans lequel nous étions en sécurité. Je savais que nous y étions en sécurité. C'était le chalet de Ezra. Il avait été abandonné pendant bien longtemps. Le chalet de Ezra. Nous y sommes retrouvés à deux. Nous nous y sommes retrouvés à deux. C'est alors qu'avec sa capuche noire, son suite à capuche noire, son jeans noir et son couteau qu'il ensuite déposa sur la table, lui-même se mit alors assis sur un fauteuil. Il enleva alors la cagoule, laissa transparaître ses cheveux par-delà la capuche qu'il avait par-dessus sa tête. Moi, je me posai à côté de lui. Je déposai mon couteau et le détonateur que j'avais dans ma poche. Et j'envoyai un message à Anna, à Emily, à Spencer, ainsi qu'à Mona. Les 4 filles avaient reçu un message. Croyez-vous que c'est réellement fini? Ce sera fini quand je le voudrai et je déciderai de la fin. Signé A. Elle ne savait réellement pas que j'avais commencé mon jeu sordide, que la fin n'était que le commencement, que Mike était dans mon équipe et que je ne faisais qu'agrandir mon équipe. Il me servait de couverture pour ne pas qu'on me retrouve. Je leur avais envoyé ce message. J'avais désarmé mon frère. Il me servait de couverture pour ne pas qu'on me retrouve. Je leur avais envoyé ce message très tard le soir. Croyez-vous réellement que c'est fini? Signé A. Je déciderai de la fin quand ce sera fini. Ce soir-là, Anna avait clairement pris conscience que pour moi, elle n'était plus que le scorpion, et Spencer le corbeau, ainsi que Mona le serpent. Elle avait pris conscience généralement que pour elle et pour moi, elle avait pris conscience qu'elle n'était plus que le corbeau, le serpent et le scorpion. Ces 3 bestioles qui ont un désolement et un raisonnement néfaste sur les autres. Elle a pris conscience que ce soir-là, la dame qui dirigeait Radley, cette dame qui dirigeait Radley, elle en a pris conscience que ce soir-là, je me suis acharné sur la grille lorsque cette femme est arrivée en tenue blanche et m'a offert un repas. Je me suis acharné contre la grille. J'étais enchaîné au mur et j'étais enchaîné aux poignets, aux chevilles. J'avais des chaînes qui parcouraient mon corps. J'étais en tenue blanche avec un matricule sur le torse. Près de la poitrine. Je m'étais acharné sur elle. J'entendais la ventilation au-dessus de moi. Pour elle, il ne restait plus que le corbeau, le scorpion et le serpent. Ces 3 bestioles, ayant un raisonnement acharné sur le monde, pour elle, je n'étais plus qu'un lointain souvenir. Je n'étais plus qu'un lointain souvenir pour les filles. Pour elles toutes, je n'étais plus qu'un lointain souvenir. Et pour moi, il ne s'agissait plus que du corbeau, du serpent et du scorpion. Il ne s'agissait plus que du corbeau, du serpent et du scorpion. À Londres, j'ai confirmé que j'avais réellement bel et bien ajouté une maison de poupées dans laquelle je l'avais enfermée. Dans lesquelles je les avais enfermées, j'avais confirmé qu'à Londres, j'avais enfermé Spencer et les autres filles dans cette maison de poupées. Je les avais hantées. À l'évidence, la réponse était derrière moi, la réponse à laquelle elles s'attendaient. Elle était derrière moi. À l'évidence, ce que je gravais sur les murs, la raison pour laquelle je les ai enfermées, la raison pour laquelle je les ai poussées à essayer de tuer Noël, la raison pour laquelle je les ai poussées à essayer de tuer Noël, cet homme qui n'a rien demandé. Ce soir-là, je me suis adressé au scorpion, je me suis adressé au corbeau et je me suis adressé au serpent. Pour la peine, tout autour de moi, les bruits de la ville, tout autour de moi, j'entendais les bruits de la ville. La prof qu'il y avait à l'extérieur, la prof de mon lycée qui est venue me rendre visite. Je l'ai pris par l'épaule et je me suis acharné sur elle. Je l'ai mordue. Oui, je l'ai mordue. Je me suis acharné sur elle. Je l'ai mordue. À l'évidence, je voulais plus que ça. Je voulais parler avec elle. Je voulais qu'elle soit derrière les barreaux comme moi. Je voulais la jeter dans la gueule du loup. Si je ne la regardais pas dans l'œil, c'est parce que je ne voulais pas la voir. Je voulais la jeter dans la gueule du loup, tout comme moi, tout comme restèrent aujourd'hui Mona,
Spencer, Emily et Anna, le corbeau, le serpent et le loup, sont pour moi aujourd'hui des bestioles néfastes. Pour dire que je suis folle, j'étais dans un état comateux. J'étais dans un état comateux. Pour dire aujourd'hui que je suis folle, je me suis jeté dans un état comateux. Je me suis jeté dans la gueule du loup. J'ai fait en sorte que derrière ces barreaux, plus personne ne m'atteigne. Je ne regarde plus personne d'un œil néfaste. Aujourd'hui, comme toujours, pour dire que je suis folle, je m'acharne sur les personnes qui passent devant ma cellule. Je leur dis que je ne veux pas discuter avec elles, qu'une discussion ne sera pas salvateur. Une discussion ne sera pas salvatrice de ce qu'ils pensent. Mais j'étais en colère contre Anna. J'étais en colère contre Anna, car je l'avais déjà vue. Je l'avais déjà eue, cette discussion. Je l'avais déjà vue. Elle ne devait plus venir, car je le regardais d'un mauvais œil. Je la regardais d'un mauvais œil, comme pour dire que j'allais la tuer, comme pour dire que j'allais m'en prendre à elle. Mais il était trop tard. Plongée dans mon regard, elle s'en prenait à moi, et elle commençait à me parler. Je t'ai dit de ne pas faire ça, je t'ai dit de ne pas lui parler, je t'ai dit de ne pas prendre part au jeu de A. C'est alors que je n'arrêtais pas de lui répéter que ce n'était pas de ma faute. Des infos allaient être révélées, et s'il s'avère que ces infos soient révélées, je devrais tout simplement quitter la ville. Je ne pouvais pas quitter la ville, je ne pouvais pas quitter les personnes que j'aime. Je vous aimais vous, mais maintenant que c'est fait, je vous vois comme un scorpion, un loup et un serpent. S'il s'avère que ces trois bestioles néfastes ne me disent plus rien, pourquoi continuer à essayer? Voulez-vous que votre copine soit une meurtrière ou voulez-vous que votre copine soit celle que vous avez connue? L'ex-personne que j'avais connue, mon ex-mari. Eh bien, je pensais l'avoir connue comme je vous connaissais vous. Pensez-vous qu'il se serait mis avec Anna, si bien avant que je devienne folle, que je m'acharne contre elle, que je lui casse la clavicule contre mes chaînes, que je prenne son bras, que je m'attarde à vouloir la prendre par les épaules, que je m'acharne sur elle, que je secoue la grille, et que je prenne son bras, tout en l'enchaînant autour du mien. Eh bien, je retrouvèrent ensuite mon propre frère, je le retrouvèrent dans la maison. Dans la maison, je retrouvèrent mon propre frère. Et ensuite, derrière cette maison, s'attardait à la fenêtre une femme, vêtue de noir, une mariée en noir, derrière lequel s'attardaient ses victimes. Elle s'attardait à hurler, à crier, comme pour pouvoir être libérée de quelque chose. La mariée en noir qui était apparue aux noces funèbres de quelqu'un que je ne connaissais pas, mais lors de ces noces funèbres, lors de son enterrement, j'étais apparu en robe noire, et la mariée en robe noire, avec un voile noir sur la tête, était apparue aussi. Cette femme qui elle-même avait des victimes, tout comme moi j'en avais, mes propres copines, eh bien, est apparue ce soir-là, dans mon couloir, dans ma maison, à regarder mon frère enchaîner mes parents à une chaise. C'est alors que, entre deux chaises, je les ai regardés. J'ai tourné autour d'eux avec un couteau, et sans relâche, j'ai essayé de leur poser des questions. Ils se demandèrent pourquoi leur propre fils faisait ça. Je suis resté là, je les ai regardés, et mon frère a pris la voiture. Il est parti, il ne s'est jamais retourné. J'ai pris la voiture moi-même, j'ai poursuivi les filles. Sur une route sombre, j'ai poursuivi les filles. C'est alors que je les ai poursuivies. Comme si j'allais les écraser, j'avais un sourire aux lèvres et je rigolais dans la voiture. D'un rire machiavélique, d'un rire satanique, je rigolais à l'intérieur de la voiture. J'avais un sombre regard qui ne se voyait pas à cause de l'obscurité. Je les poursuivais, et lorsqu'elles ont couru de l'autre côté, je me suis arrêté. J'ai ouvert la porte, j'ai pris des gants en cuir noir que j'ai enfilés. J'avais la robe de la mariée en noir, et c'est alors que je les ai poursuivis dans une ruelle. J'ai vu Spencer s'arrêter, envoyer un message à ce que je pensais être Toby. Toby qui avait été prévenu que j'étais là, que j'arrivais dans un cul-de-sac dans lequel les filles couraient et m'emmenaient. Les filles qui m'emmenaient dans un cul-de-sac, elles couraient et elles m'emmenaient vers ce cul-de-sac. C'est alors que je suis arrivé, seul. La police m'entourait. J'étais entouré de policiers armés jusqu'aux dents. Je voyais autour de moi les sirènes de la police réfléchir à travers la lumière de l'obscurité. Autour de moi, le moteur des voitures qui grognait.
C'est alors que j'entendis la police me dire de m'arrêter. Arrêtez de courir, arrêtez de fuir, arrêtez d'essayer de fuir la police, de fuir les autorités, et d'arrêter d'essayer de persécuter mes seules copines que j'avais. Mon frère est arrivé, a alors percuté les voitures de police, avec une voiture noire, une berline. Il est arrivé en berline, il est sorti. Il a pris les autorités. De plein fouet, la voiture s'est arrêtée dans les autorités. Il y avait plein de morts autour de nous, des blessés, des voitures qui étaient enfoncées dans la berline noire que conduisait mon frère. C'est alors qu'on a reculé, il a avancé, il m'a pris sur la route, sur le côté. Je me suis avancé, je me suis mis à l'avant. Il m'a pris sur le côté de la route. Par la suite, je suis arrivé chez moi. Je suis arrivé chez moi et j'ai vu que sur le côté, il y avait la mariée en noir, par-delà laquelle je pensais avoir la robe. La mariée en noir se tenait droit devant moi. À côté, il y avait Marie Drake, se tenant devant moi, avec la mariée en noir. Mes parents sur une chaise, bâillonnés, attachés, enchaînés, je les ai vus. La mariée en noir retira son voile, et je pus apercevoir derrière la mariée en noir, je pus apercevoir la mère de Allison. Derrière la mariée en noir, je pus aussi apercevoir mon frère, vêtu d'un jeans noir et vêtu d'une capuche noire. Il était devenu A. Il avait décidé de me soutenir dans ce que je faisais. C'est alors qu'il me poursuiva jusqu'à la maison. Nous sommes entrés et nous avons regardé nos parents. Nous avons regardé nos parents pendant tellement longtemps qu'ils ont fini par s'enlacer de nos visages. Ils ont fini par nous traiter de monstres, ce que nous étions devenus. Car lorsque Marie Drake a essayé de dire que nous ne faisions que suivre ses ordres, mon frère a sorti un couteau de cuisine. Il est arrivé dans le salon, a pointé le couteau de cuisine juste en dessous de la gorge de Marie Drake, et il a dit que c'était moi qui tenais les ficelles. C'était moi qui tenais les ficelles, c'était moi la reine des marionnettistes, c'était moi qui depuis le début avait tout manipulé, c'était moi qui depuis le début ne faisais attention qu'à ma propre personne. Je ne faisais attention qu'à ma propre personne, qu'à essayer de manipuler mes copines. Je leur envoyais des messages de menaces, et d'une manière ou d'une autre, j'allais atterrir à mes fins. Des messages de menaces. J'essayais de faire en sorte que les personnes que je ne connaissais pas soient la personne qu'elles recherchent. J'ai essayé de faire en sorte qu'elles se trompent de personne pour pouvoir essayer de me rechercher. J'ai fini à Radley, mais j'en suis sorti. Avec une berline noire, je les ai poursuivis dans une rue. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai réussi à les attraper. J'ai couru pendant tellement longtemps dans cette rue sombre que j'ai aperçu Spencer se mettre sur le côté, appeler Toby, qui a rappelé des renforts. Je suis arrivé dans la gueule du loup. Je me suis jeté dans la gueule du loup. Je suis arrivé en face de la police qui elle-même me cernait, avec des voitures de police sur le côté, dont je pouvais apercevoir la sirène briller dans le noir. J'ai entendu soudainement le bruit d'une voiture arriver aussi vite qu'elle le pouvait. Le bruit d'une voiture arrivèrent. J'entendis le moteur de cette voiture arriver. C'était mon frère au volant d'une berline noire aux vitres teintées, qui arrivèrent de plein fouet, prenant les voitures de plein fouet. Je pus les voir arriver dans le parc, se retourner sur leur propre toit, les voitures se retourner sur leur propre toit, les sirènes qui étaient sur le point d'arrêter de clignoter, les voitures qui de plein fouet étaient percutées par la berline noire que conduisait mon frère. C'est alors que je pus le voir revenir de la maison dans cette berline noire aux vitres teintées. Je pus l'apercevoir me dire de rentrer. Il me conduisit à la maison, et ensuite, tout en me conduisant à la maison, je pus apercevoir la mariée en noir juste en face qui m'attendait, avec dans ses mains un couteau, et dans les mains de Marie Drake qui m'attendait, juste en face de la mariée en noir. Elle tenait un couteau. La mariée en noir tenait un couteau, Marie Drake tenait elle-même un fusil qu'elle avait chargé, et qu'elle chargeait juste à l'instant où j'ai mis un pied sur la pelouse. Juste à l'instant où j'ai mis un pied sur la pelouse, elles chargèrent le fusil. Par la suite,
Elle me dit d'entrer. Je l'ai suivie, et j'ai vu mes parents, ma famille, les personnes que j'aimais attachées. Mon frère, qui lui tenait un couteau, était de mon côté. Il me regardait, il m'a tendu le couteau, le manche du couteau, et m'a tout simplement dit de finir mon œuvre. C'est alors que j'ai fini mon œuvre, je l'ai regardé, et je lui ai dit que si je ne finissais pas, lui la finirait pour moi. Lui la finirait pour moi si je ne finissais pas mon œuvre à temps. C'est alors que j'ai dû finir mon œuvre, mais plus tard, Spencer, qui était caché juste en face de ma maison, appela Toby, qui lui-même a été prévenu. Passant son arme, qu'il dégaina, il arriva dans la maison, et avec entrain, il mit derrière moi, sur ma nuque, le canon de son fusil. Il chargea directement le chargeur du fusil. Ensuite, il me dit de doucement lever les bras. Je me suis retourné, j'ai levé le canon de son fusil. Tenant son bras, j'ai levé le canon de son fusil jusqu'à ma tête. J'ai levé les bras, j'ai souri, et j'ai vu mon frère faire la même chose, sourire et lever les bras. Mary Drake elle-même était déjà par terre, suppliant Toby de ne pas tirer sur moi. Je l'ai regardée, je lui ai dit de se relever. Elle m'a obéi. Elle s'est relevée. Elle m'a regardé, et elle s'est obstinée à encore dire que nous allions tous mourir. Elle s'est obstinée à dire que nous allions tous mourir, que nous allions être tués par le propre canon du propre fusil de Toby. Mais seulement je savais ce qui allait se passer, ce qui allait suivre. Toby allait tirer, il allait tirer quelque part où je n'y étais pas, simplement pour me faire peur. Ensuite mon frère allait passer à l'action, dégainer son couteau et embrocher Toby. Comme je l'avais décidé, tout se passait à la perfection. Mon frère allait s'en prendre à Toby, comme je l'avais décidé, comme je l'avais décrété. Toby allait s'en prendre à moi. Et s'il se passait quelque chose comme ça, j'allais pouvoir trouver un moyen de m'en prendre aux personnes que j'aime, c'est-à-dire ma mère et mon père, qui ont dévoilé mon propre secret, qui m'ont trahi, qui m'ont poignardé dans le dos. Tel le poignard que tenait mon frère. Ma mère et mon père m'ont trahi, m'ont poignardé dans le dos. C'est alors que j'ai su que si maintenant je ne passais pas à l'action, je ne demandais pas à mon frère de faire semblant de s'en prendre à Toby, eh bien, Spencer n'arriverait pas à l'intérieur de la pièce. Je ne pourrais pas leur dévoiler mon identité, mais c'est alors que je suis parti. Je suis parti, laissant un message derrière eux. Laissant un message derrière eux, je suis parti. Je suis arrivé à mes fins. J'ai donc libéré mes parents. Je les ai regardés dans les yeux. Ils m'ont regardé comme s'ils ne savaient plus que c'était moi. Ils m'ont regardé comme s'ils ne savaient plus que c'était moi. Ils ont regardé Mike comme s'il y avait une trahison entre eux trois. Comme s'il y avait une trahison entre eux trois, ils ont regardé Mike, qui lui-même ne savait pas ce qu'il faisait. Il a commencé à trembler, ses mains ont commencé à trembler, ses poignets ont commencé à craquer, il ne tenait plus sur ses jambes. Il ne tenait plus sur ses jambes, ses mains ont commencé à craquer, ses poignets et ses articulations ont commencé à craquer. J'ai vu ses mains et ses doigts commencer à trembler. Il avait le vertige, il ne tenait plus debout. Il a lâché le couteau, a demandé ce qui se passait. Ensuite, a fondu en pleurs dans les bras de ma mère. Mon père qui s'est joint à ma mère. Mon frère qui s'est joint à ma propre mère et à mon propre père qui m'ont trahi, qui nous ont trahis tous les deux. C'est alors que moi je me suis joint à Mary Drake. Mary Drake qui elle-même a tendu son flingue, son fusil, qui a tendu son flingue et son fusil sur la tête de mon frère. Rechargeant le fusil, elle l'a regardé et elle lui a dit « Tu es cet homme qui se dresse derrière tous les tueurs. Tu es cet homme qui ressent l'odeur du sang. Tu es celui qui détient les victimes. Tu te dois de continuer comme ta sœur le fait. » C'est alors que Mary Drake lui a dit « Tu es l'homme qui se dresse derrière tes victimes. Tu es l'homme qui en fait ton propre esclave. Tu te dois de continuer comme ta sœur, mais tu ne le fais pas. »
Elle a donc rechargé le fusil, a tiré sur le côté. Mes parents ont été détenus par la police. La police les a emmenés dans une ambulance. Mon frère et moi, nous avons attendu. Nous nous sommes mis par terre, nous nous sommes figés par terre et nous avons attendu. Mes parents ont été emportés. Mes parents ont été emportés avec des couvertures chaudes sur les épaules par l'ambulance. Ils étaient recouverts de sang, de lacérations de poignards sur les avant-bras. Mary Drake avait tiré sur le plancher, proche de ma mère et proche de mon père pour leur faire peur. Nous nous étions dressés par terre. Avec Mary Drake, nous avions attendu, les bras croisés, que la police vienne nous chercher. Ensuite, mon frère a fini en prison. Je ne l'ai jamais revu, jamais entendu, jamais de lettres, jamais de mots. Je ne l'ai plus vu. Et moi j'ai fini avec Mary Drake, dans la même enceinte. Dans la même enceinte, j'ai fini avec Mary Drake, à Radley. Je ne les ai plus jamais revus, plus jamais entendus. Je n'ai plus jamais eu de lettre de mon frère. Je n'ai plus jamais su qui il était. Je ne l'ai plus jamais entendu. Plus personne ne m'adressait la parole, plus personne ne venait me voir. J'étais comme seul au monde, une femme derrière sa fenêtre qui attendait que quelqu'un vienne la voir. Eh bien, j'étais cette femme, ayant commis un crime horrible, impardonnable. Superstitieuse, j'attendais.